Salut! Aujourd'hui on va parler d'une série de documentaires sortis en France à la fin des années 80, traitant de phénomènes étranges. Thierry Garel, alors directeur des documentaires de la 7 et d'Arte France de 1987 à 2008, dont l'envie est de lancer de nouveaux talents dans le domaine de l'audiovisuel, se rapproche d'un certain Jean-Teddy Philippe, un publicitaire, afin de lui proposer un format court apparaissant de manière sporadique. Ce dernier accepte, désireux d'explorer de nouveaux horizons. Nous sommes en 1989, le documentaire fiction n'existait pas encore de manière si réaliste et authentique que le travail proposé par Philippe, qui ici nous livre des témoignages sans fioriture. Pas de musique de fond omniprésente, pas de voix off cherchant à tout prix le bon mot, pas de sentimentalisme vulgaire, de l'image, rien que de l'image, où se pose une voix sobre et inquiétante qui ne laisse aucun doute apparent quant à la véracité des propos tenus, et pourtant rien n'est vrai. À tel point qu'Arte, face au succès galopant de ses courts-métrages, se sentira dans l'obligation de préciser que selon toute vraisemblance, les films ont une authenticité relative et que la prudence est de mise, voyant la naissance en France de ce que l'on appelle les mockumentaires, autrement dit, les documentaires parodiques. Les documentaires interdits étaient nés. Dans ce film, Jean-Teddy Philippe nous présente un étrange petit garçon, victime depuis le berceau de phénomènes étranges et à ce jour inexpliqués. Peter est né le 14 octobre 1979 et est sorti de l'hôpital avec sa mère le 30 octobre, soit 16 jours après, pour cause d'examens médicaux poussés dont les médecins n'ont pas communiqué davantage. Le père du petit fait figure de narrateur pour cette histoire et nous explique que le silence de l'infirmière qui s'occupait de son fils était suffisamment intrigant pour être souligné. De retour à la maison, le papa constate au bout de 6 mois que Peter a un comportement curieux. Il semble être disposé à maîtriser la télékinésie, cette faculté qu'auraient certains individus à déplacer les objets par la simple volonté, quand dans sa chambre il constate que les voiles de son ciel de lit forment d'étranges nœuds et entrelacs que seule une personne physique ayant exercé des gestes bien précis soit capable de faire. Le temps passe et Peter continue de développer cet étrange pouvoir inquiétant sans pour autant qu'il en soit perturbé. C'est durant ces 4 ans que les parents du petit, poussés par les grands-parents de ce dernier, l'emmèneront faire des tests afin de comprendre ce phénomène. Le docteur sera effrayé par ce curieux petit garçon. Les parents n'auront d'autre choix que de l'envoyer dans une école spécialisée, ce qui provoquera sa colère et des incidents irrémédiables. Nous sommes le 2 décembre 1953, 2 amis se retrouvent afin de se rendre chez ceux que l'on ne nomme pas. Miguel, un des protagonistes réticent au départ à accompagner son ami, finira par accepter, n'appréciant que moyennement d'être filmé durant ce périple. Son ami lui assure qu'il n'arrêterait de filmer que lorsque l'un d'eux serait mort. Joie. Miguel demeure énigmatique et ce fameux endroit l'est tout autant. Le père de ce dernier vivrait au bord de l'autre monde et ne serait pas impacté par l'espace-temps. Nous arrivons chez lui et tombons sur un homme clairvoyant puisqu'il savait qu'il aurait la visite de Miguel et son ami. Ses rêves l'avaient averti quelques jours avant. Le père raconte que la guerre a ravagé l'endroit et que le désert a repris ses droits sur les habitations vides. On comprend que Miguel et son ami sont venus non pas seulement rendre visite au vieil homme, mais faire la rencontre des esprits du désert, rien que ça. S'ensuit une myriade de superstitions énumérées par le père de Miguel quant à la venue des esprits, avec plusieurs signes inquiétants, dont l'avant-dernier, de quoi susciter de la peur pour peu que l'on y croie. Miguel et son ami suivront les indications du père pour se rendre chez ceux que l'on ne nomme pas. S'ils croisent un lézard, ils doivent le suivre. Si un oiseau vole au-dessus de leur tête, ils doivent rester assis par terre pour se défendre. Arrivé à la frontière du pays de ceux que l'on ne nomme pas, Miguel se montre de plus en plus étrange. Un homme apparaît au loin sur un rocher, puis disparaît pour réapparaître bien plus loin. 2 jours plus tard, le narrateur de cette histoire verra son ami disparaître avec 2 silhouettes d'hommes semblables à celles vues 48 heures plus tôt. Miguel ne laissera à son compagnon que cette phrase énigmatique « Le temps n'est qu'une illusion ». Le présentateur de l'émission At Once
Henry Matthews sur la chaîne WACN, s'adresse à nous afin de nous livrer ses impressions sur ce qu'il a vu de ses yeux lors d'un numéro de son émission. La particularité de cette dernière est qu'elle se présente sous forme de standard d'appel où chacun peut téléphoner afin de parler librement de phénomènes étranges que ces derniers peuvent vivre ou tout simplement témoigner d'observations qui leur paraissent importantes de raconter. Une équipe se rend sur place afin de rencontrer les dites personnes dans le but de discuter et peut-être d'élucider le ou les mystères ou tout au moins confirmer les dires de ces témoins. Le 15 mai 1989, à 20h45 précisément, Henry reçoit un appel d'une fameuse Anna-Marie Ferguson qui lui explique qu'il y a des bruits bizarres chez elle. Tout naturellement, le présentateur lui demande si elle a appelé la police en première intention, ce qu'elle fit, mais la police ne trouva rien, d'où son appel au secours. Enfin au secours, pas vraiment, elle ne semble pas terrorisée par la situation. Madame Ferguson donne des explications bien précises, ça bouge, ça ouvre les portes, ça fait du bruit. L'équipe arrive à proximité des lieux, au 1036 Sun Avenue. Tout a l'air calme, il se dirige vers l'allée de la maison. Le journaliste qui mène l'émission semble surpris car Madame Ferguson ne répond pas aux interpellations, les lumières de la demeure sont éteintes, elle devrait normalement les accueillir en guettant leur arrivée sur son poste de télé. Cependant, la porte d'entrée est entrebâillée, ce qui ne surprend pas le journaliste qui pense que cette dernière souhaite conserver l'anonymat en ne se montrant pas. Toutefois, elle ne répond pas quand il lui demande s'ils peuvent entrer. Ils finissent par pénétrer dans la maison qui est en réalité un manoir, ce qui change tout quant au récit. Durant leur déambulation, plusieurs problèmes techniques se présentent, des problèmes de liaison et d'éclairage et toujours pas de Madame Ferguson. Henry Matthews envoie un autre véhicule afin de vérifier si l'équipe envoyée était bien au bon endroit et si tout allait bien car la liaison était défectueuse. La deuxième équipe arrive et constate que le premier véhicule est bien au 1036 Sun Avenue. Henry reprend donc contact avec la première équipe qui, ne sachant pas si la liaison était revenue et ayant toujours des problèmes d'éclairage, continue la visite espérant retrouver Madame Ferguson. Plus ça va et plus la visite tourne au cauchemar, le présentateur décide de garder le contact avec l'équipe mais d'interrompre le direct suite aux événements de plus en plus étranges. Alors là, accrochez-vous les amis, cet épisode aurait pu figurer sur France 3 dans l'émission Striptease. L'histoire se passe quelque part en Sibérie dans un camp nommé Scar. Une équipe de journalistes enquête sur des travaux effectués par des scientifiques travaillant sur la biomécanique, l'idée d'améliorer l'être humain d'un point de vue physique, projet ayant commencé au moment de la guerre froide, puis qui se poursuivit jusque dans les années 70 pour finalement s'achever par la suite, faute de conflits les poussant à abandonner l'idée de ces super-hommes. Nous écouterons le témoignage d'un homme ayant subi ces expérimentations. Réticent au départ face aux journalistes et à leur propension à choisir l'angle qui les arrange, il finira par accepter. Piotr va raconter son histoire. Il travaillait dans une scierie et aura un accident qui lui arracha une partie de son bras et de sa main. C'est à ce moment-là que ces fameux scientifiques l'ont approché, lui affirmant qu'aucun chirurgien ne pourrait quoi que ce soit pour lui, mais qu'en revanche, eux pouvaient l'aider. Et alors là, attention, c'est pas les scientifiques de chez nous, C'est plus une sous-branche du BTP que de la neurochirurgie. Piotr nous montre le travail qui a été effectué dans ce centre et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est une sacrée paluche façon soviétique qu'ils lui ont bricolé. Y a pas à dire, ça bougera pas, mais ça n'a aucune gueule. Désolé copain, mais bon de toute façon tu le sais déjà. On le suit jusque chez lui où il nous explique qu'avec le marteau-piqueur qu'il a en guise de bras, il bousille tout, les murs, les portes, les œuvres d'art au mur, tout. Il nous explique qu'il cabosse un peu tout ce qui l'entoure et que ça fait rire les copains. Ah bah tu m'étonnes, j'aimerais pas être lui au moment où il va pisser. Il nous présente sa chambrée, le plumard est en titane, les murs de la chambre sont blindés. Tout est un calvaire pour lui, y compris ouvrir une fenêtre où il se coince la main en direct. Il est obligé de faire venir un mécano pour le libérer. Vous avez devant vous le prototype communiste d'Iron Man, rien ne fonctionne, mais c'est pas cher. Après avoir essayé de le libérer avec un bête tournevis, il s'empare d'un pied de biche, mais Piotr est dans le doute. Le type part chercher un autre outil et se fait un peu désirer. Ильюш! Ильюш! Où est-il passé? Heureux de vous voir les gars, il y a une tournée à gagner. Alors vieux, on se la coince? Ouais, elle est coincée cette salope. Là, voilà. Poussez. On est clairement dans un épisode de Tex Avery, tout y passe jusqu'à la disqueuse pour finir avec de la forgerie fine. Cet épisode a de quoi décontenancer et conclut cette série de documents interdits.
Jean-Teddy Philippe a réussi ce coup de génie de suffisamment en montrer pour susciter l'interrogation tout en restant dans le flou et l'expectative. Cette voix off finit de nous convaincre et le côté found footage, surtout à la fin des années 80 où nous avions peu l'habitude de ce genre de mini-documentaire, nous laisse la possibilité d'y croire puisque cela aurait très bien pu nous arriver à nous, aucune raison que l'on nous mène en bateau, c'est trop vrai. Tellement vrai que l'on en oublie le fait que les histoires soient un peu décousues et finalement avec une chute souvent similaire. Aujourd'hui ça nous semble normal de tout remettre en question face au flot discontinu de l'information, de l'image, du fait que de nos jours nous croulons sous les vidéos, les témoignages abscons, mais il y a plus de 30 ans, il n'y avait aucun moyen d'avoir une contradiction. Il fallait avoir vu les mini-documentaires et en parler à la cour de récré ou au bureau pour avoir l'avis des uns et des autres. Jean-Teddy Philippe a réussi ce coup de maître de réaliser des documentaires à la fois esthétiques, très convaincants, avec des histoires flippantes, à mi-chemin entre le film d'horreur amateur et la creepypasta, et le but recherché de ces documents interdits, faire travailler son esprit critique. Le pari est réussi, la preuve, son travail fait encore beaucoup parler, même 35 ans après, je n'ai qu'un seul regret, qu'il n'y ait pas eu d'épisode Made in France, je lance donc un appel. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de découvrir cette série de documentaires qui vaut vraiment le coup. À très bientôt.